C'est l'argent de mon fils. Donne les clés ou disparaît. Clac. Le bruit de la main de Simone s'écrasant sur la joue d'Isata a glacé le sang de tous les invités. Depuis toujours, cette belle-mère est persuadée qu'Isata n'était qu'une profiteuse vivant au crochet de son mari. Ce soir-là, elle pensait l'humilier définitivement en la mettant à la rue. Mais Isata n'a pas hurlé. Elle a gardé un calme terrifiant, car Simone ignore un détail dévastateur. La maison dont elle exige les clés n'appartient pas à qui elle croit. La belle-mère voulait les clés, mais ce qu'Isata lui a donné a bouleversé toute la famille. Et vous, à la place d'Isata, auriez-vous gardé votre sang-froid ou auriez-vous explosé? Dites-le moi en commentaire et abonnez-vous maintenant pour découvrir cette incroyable vérité. L'air dans l'appartement était chargé d'une tension électrique, dissimulée sous les arômes de romarin et de rôti qui s'échappaient de lait. De la cuisine, une tentative olfactive de chaleur que l'ambiance peinait à soutenir. Isata lissa une dernière fois la nappe en lin immaculée, un geste nerveux qu'elle répétait machinalement depuis 1 heure, cherchant une imperfection invisible à corriger avant que le jugement ne tombe. Tout était prêt, chaque couvert aligné avec une précision militaire, chaque bougie allumée pour offrir une lueur douce et accueillante, mais le nœud dans son estomac refusait de se défaire. Lorsque la sonnerie retentit, le son traversa le silence comme une alarme et Isata prit une profonde inspiration, composant sur son visage ce masque de sérénité qu'elle portait comme une armure depuis 2 ans. Elle ouvrit la porte avec un sourire qu'elle voulait chaleureux, mais Simone, sa belle-mère, entra sans même lui accorder un regard, ses talons claquant sur le parquet avec une autorité immédiate. Simone ne salua pas tout de suite. Elle s'arrêta dans l'entrée, ses yeux scannant l'espace non pas comme une invitée, mais comme un inspecteur des travaux finis, s'attardant sur les cadres au mur avant de lever un index manucuré pour effleurer le bord supérieur d'un tableau, vérifiant la poussière qui n'existait pas. Un sourire en coin, qui n'atteignait jamais ses yeux, se dessina sur ses lèvres lorsqu'elle se tourna enfin vers Isata, lâchant d'une voix légère mais tranchante comme du verre brisé. « C'est propre, dis donc, on dirait un appartement témoin, tu sais? C'est joli, mais un peu froid, comme si personne ne vivait vraiment ici. » Isata sentit son sourire se figer, se transformant en une grimace polie, alors qu'elle répondait, la voix légèrement tremblante. « Merci, mère, qu'on voulait juste que tout soit parfait pour vous recevoir. » Une phrase qui sembla ricocher sur l'indifférence de la matriarche. Se tournant vers son amie, Simone ajouta, suffisamment fort pour que l'écho porte jusqu'au salon. « Tu vois, je te l'avais dit, cette petite est très douée pour la mise en scène. Tout ce qui est extérieur est toujours impeccable chez elle. » Le dîner commença sous ses auspices glaciaux, et bien que les plats fussent délicieux, ils avaient, pour Isata, le goût de la cendre. Les conversations tournaient autour de banalités jusqu'à ce que Simone, décidant que le moment était venu de briser la fausse convivialité, posa ses couverts avec fracas, le bruit du métal contre la porcelaine fine faisant sursauter la tablée. Le silence qui suivit fut lourd, un prélude à l'orage qu'elle s'apprêtait à déclencher. « Dis-moi, Benjamin, » lança-t-elle sans préambule, sa voix dominant les murmures gênés des autres convives. « Vous comptez vivre comme ça, encore longtemps, dans cette illusion? Je veux dire, vivre dans ce cocon de stabilité, totalement factice ?» Benjamin, pris au dépourvu la bouche pleine, avala difficilement avant de tenter une défense maladroite, le regard fuyant. « Maman, s'il te plaît, on va bien, tout est sous contrôle. » Mais Simone n'était pas là pour écouter. Elle était là pour exposer ce qu'elle croyait être la vérité. « Sous contrôle ?» ricana-t-elle. « Seul celui qui signe les chèques sait si la situation est si sous contrôle. Ou non, Benjamin. Tu portes de ce foyer à bout de bras. Tu la portes, elle, sur ton dos.
Tu ne trouves-tu pas que ça commence à faire lourd? C'était l'attaque de trop, celle qui visait non pas ses compétences d'hôtesse, mais sa dignité même d'épouse et de partenaire. Isata posa lentement son verre d'eau, le verre tremblant à peine malgré la tempête intérieure qui la ravageait, et planta son regard directement dans celui de sa belle-mère, refusant pour la première fois de baisser les yeux. « Benjamin ne porte personne, mère, » dit-elle d'une voix calme qui contrastait avec la violence des propos. « Nous sommes mariés, nous sommes une équipe, et nous partageons tout, les charges comme les joies. » La réponse provoqua chez Simone un rire bref, sec et méprisant, alors qu'elle inclinait la tête avec une fausse commisération. « Une équipe? Vraiment? Ou est-ce plutôt la configuration classique d'un homme qui protège et d'une femme qui profite, une sorte de chercheuse d'or moderne ?» La tension dans la pièce était devenue irrespirable, les invités n'osant plus bouger, le regard fixé sur leurs assiettes comme si leur vie en dépendait, priant pour que le sol les engloutisse. Puis, tout s'accéléra. Simone se leva brusquement, sa chaise raclant le sol dans un grincement horrible, et elle marcha d'un pas décidé vers l'entrée de la cuisine, où était accroché le tableau des clés. Son doigt tremblant de rage pointa vers le trousseau principal, celui avec le porte-clés en cuir que Benjamin utilisait rarement. « Tu crois que parce que tu portes cette robe de soirée, tu es quelqu'un ?» hurla-t-elle, abandonnant toute retenue, son visage rouge de colère et de vin. « Enlève cette robe et tu n'es rien, juste une parasite qui suce le sang de mon fils. Donne-moi les clés de cette maison, tout de suite, immédiatement. » Isata se leva à son tour, non pas par menace mais par instinct de protection, venant se placer entre la femme hystérique et le mur, tentant de maintenir un semblant de raison dans ce chaos. « Mère, vous avez trop bu, ou alors vous dépassez les bornes de la décence. C'est ma maison, c'est notre foyer. » tenta-t-elle de raisonner, mais ces mots ne firent qu'attiser la fureur de Simone. « Ta maison? Ne me fais pas rire. C'est l'argent de mon fils qui a payé ces murs, c'est son labeur, » cria Simone. Le geste partit avant même qu'Isata ne puisse anticiper la violence. Le claquement sec de la paume de Simone s'écrasant sur la joue d'Isata déchira l'air, un bruit obscène qui figea le temps. Dans la seconde qui suivit, le silence fut absolu, total, terrifiant. Un invité laissa tomber sa fourchette. Clara étouffa un cri, mais c'était le silence de Benjamin qui était le plus assourdissant. Il était là, debout, les yeux écarquillés, pétrifié dans une indécision lâche, et les secondes s'égrenaient, 1, 2, 3, interminables, sans qu'il ne bouge, sans qu'il ne vienne s'interposer. Isata porta lentement la main à sa joue, sentant la brûlure se propager et le goût métallique du sang perler au coin de sa lèvre fendue. Mais la douleur physique n'était rien, comparée à la froideur qui envahissait son cœur en voyant son mari immobile. Elle réalisa à cet instant précis qu'elle était seule, totalement et irrémédiablement seule dans cette pièce remplie de gens. Simone, encore haletante, la main picotant sous l'impact, ne recula pas, au contraire, elle semblait galvanisée par son propre acte, pointant un doigt, accusateur vers la porte d'entrée. « Les clés !» siffla-t-elle, la voix tremblante mais venimeuse. « Ou tu disparais de la maison de mon fils, et ne t'avise pas de revenir. » Isata regarda une dernière fois Benjamin, espérant un sursaut, un mot, un geste, n'importe quoi qui prouverait qu'il était l'homme qu'elle aimait. Mais il baissa la tête, incapable de soutenir son regard. Une vague de déception glacée submergea Isata, éteignant la colère pour ne laisser place qu'à une lucidité douloureuse. « D'accord, » dit-elle d'une voix si basse qu'elle ressemblait à un souffle, mais qui portait tout le poids de son chagrin, si c'est vraiment ce que tout le monde veut ici. Sans attendre une seconde de plus, sans une larme, elle tourna le dos à cette assemblée de juges et de bourreaux, et marcha dignement vers la chambre principale. Elle entra,
ferma la porte derrière elle, et le bruit sec du verrou qu'elle tourna résonna dans l'appartement comme le coup de feu final, scellant non seulement la soirée, mais peut-être aussi son mariage. Le silence dans la salle de bain était plus assourdissant que le cri qui l'avait précédé, amplifié par le bourdonnement continu de la ventilation qui semblait moquer le calme apparent d'Isata. Elle se tenait devant le miroir, les mains agrippées à la porcelaine froide du lavabo, observant son propre reflet comme s'il s'agissait d'une étrangère, une femme qu'elle ne reconnaissait plus tout à fait. Du bout des doigts, elle effleura la coupure sur sa lèvre inférieure, là où la bague de Simone avait accroché la peau, et le goût métallique du sang sur sa langue agit comme un puissant catalyseur, dissolvant instantanément les murs de la salle de bain pour la projeter 3 ans en arrière, vers une époque où ce visage dans la glace ne portait pas les stigmates de la honte, mais l'éclat triomphant de l'accomplissement. L'image se troubla et l'odeur aseptisée des produits d'homme ménager laissa place aux effluves âcres de plâtre humide et de peinture fraîche, la ramenant au jour où tout avait commencé, ou plutôt au jour où elle avait posé la première pierre de ce malentendu monumental. C'était un après-midi de printemps, et l'appartement n'était alors qu'un vaste chantier, un squelette de béton et de poussière qu'elle avait acheté avec ses économies durement gagnées et une stratégie financière implacable. Isata portait une combinaison de travail couverte de taches beaux blanches et un casque de protection, supervisant les finitions avec l'œil critique d'un maître d'œuvre, fier de chaque centimètre carré de cet espace qui était indéniablement le sien. C'est dans ce décor inachevé que Benjamin était entré pour la première fois, naviguant entre les pots de peinture avec une maladresse charmante qui avait fait sourire Isata. Il s'était arrêté au milieu du futur salon, les mains dans les poches, sifflant d'admiration, en balayant du regard les murs fraîchement peints d'un vert sauge audacieux qu'elle avait mis des semaines à choisir. « Ton propriétaire est vraiment cool », avait-il lancé innocemment, ignorant qu'il venait de planter la première graine du désastre. « Il te laisse choisir des couleurs pareilles, il a bon goût, mais il doit être sacrément exigeant pour les états des lieux. » À cet instant précis, le temps s'était suspendu pour Isata, qui tenait une bouteille de vin bon marché pour célébrer la fin des travaux, sa main se figeant sur le goulot alors qu'une impulsion montait dans sa gorge. 3 petits mots simples qui auraient pu tout changer. « C'est à moi ». Elle avait ouvert la bouche pour les prononcer, pour revendiquer son territoire et son succès, mais le regard de Benjamin l'avait arrêté. Il y avait dans ses yeux une vulnérabilité touchante, celle d'un homme qui se battait encore pour trouver sa place. Il avait continué, la voix teintée d'une mélancolie douce amère. « Tu as de la chance d'avoir un endroit aussi stable, vraiment. Moi, avec mes cachets de musicien, je devrais sans doute attendre encore 10 ans avant d'oser rêver à un truc pareil. C'est dur de se sentir toujours en sursis. » En l'écoutant, Isata avait senti une barrière invisible se lever. Annoncer sa propriété à cet instant aurait sonné comme une arrogance, une manière d'écraser ses luttes sous son propre succès. Alors, au lieu de la vérité, elle avait choisi la gentillesse, ou ce qu'elle croyait être de la gentillesse. Elle que lui avait tendu le verre de vin en souriant, avalant sa fierté avec une gorgée de rouge. Ouais, il est un peu exigeant, c'est vrai, mais profitons de l'instant présent, d'accord. Ce premier mensonge par omission n'était pas un acte de malveillance, mais un compromis silencieux, une fondation fragile sur laquelle ils avaient bâti leur relation, une brique après l'autre. Ils aimaient ce sentiment d'égalité, cette illusion de 2 âmes luttant ensemble contre le monde, partageant les additions au restaurant et les rêves d'avenir, sans que l'un ne se sente redevable envers l'autre. Mais les non-dits ont cette fâcheuse tendance à s'accumuler comme la poussière sous un tapis. Et bientôt, ce ne fut plus seulement Benjamin qu'elle protégeait, mais l'image que sa famille se faisait d'elle. Le souvenir glissa alors vers une autre scène,
plus froide, plus tranchante. Leur premier déjeuner officiel avec Simone dans ce restaurant guindé du centre-ville, 6 mois après leur rencontre. Isata se souvenait de la nappe blanche, trop amidonnée, et du regard chirurgical de sa future belle-mère qui la disséquait comme un spécimen rare. Simone n'avait pas perdu de temps ce jour-là. Ses yeux de rapace s'étaient immédiatement posés sur les mains d'Isata, inspectant sa manucure impeccable avec un mélange de fascination et de dégoût. Faire des ongles aussi beaux, ça doit coûter une fortune, avait-elle commenté en piquant sa salade, sa voix dégoulinante de fausse sollicitude. Tu arrives dois mettre de l'argent de côté avec un train de vie pareil, ou c'est Benjamin qui gère tout pour toi? La question était un piège, une insulte déguisée en curiosité maternelle. Isata avait senti la chaleur lui monter aux joues, prête à dégainer son CV, ses investissements et ses titres de propriété pour clouer le bec à cette femme. « Je me gère très bien toute seule, madame », avait-elle répondu sèchement, mais Simone l'avait coupé avec un petit rire condescendant. « Oui, se gérer, c'est ce qu'elles disent toutes aujourd'hui, mais c'est vague. J'espère juste que tu ne considères pas mon fils comme un portefeuille ambulant ou un plan retraite. » La colère avait bouillonné dans les veines d'Isata, une envie furieuse de renverser la table et de hurler la vérité, mais sous la nappe, elle avait senti la main de Benjamin se poser sur la sienne. C'était une pression douce, presque suppliante, un code morse émotionnel qui signifiait « S'il te plaît, laisse couler, pour moi ». Et encore une fois, par amour, par désir de paix, Isata avait avalé la couleuvre. Elle avait serré les dents, ravalé sa fierté et offert son silence en sacrifice sur l'autel de l'harmonie familiale, laissant Simone repartir avec la certitude qu'elle avait affaire à une jolie petite opportuniste sans envergure. Ce jour-là, elle avait signé un contrat invisible, acceptant d'être sous-estimée pour ne pas émasculer son compagnon, ni humilier sa mère. De retour dans le présent, face à son miroir, Isata comprit avec une clarté brutale que le sang sur sa lèvre n'était pas seulement le résultat de la violence de Simone, mais l'aboutissement inévitable de ce contrat silencieux. Elle avait cru acheter la paix en taisant sa puissance, mais elle n'avait fait qu'acheter le mépris. Elle avait construit une maison aux murs solides, mais elle avait laissé les autres en définir les fondations morales, et maintenant, ces fondations s'effondraient sur elle. Le silence n'avait jamais été un bouclier. C'était un piège, et ce soir, le piège s'était refermé, la laissant seule avec sa vérité. Une vérité qui arrivait trop tard pour sauver la soirée, mais peut-être juste à temps pour sauver ce qu'il restait d'elle-même. Elle passa de l'eau froide sur son visage, effaçant le sang, mais pas la douleur, et sut que le temps des omissions était révolu. Le prochain mot qu'elle prononcerait ne serait pas pour rassurer, mais pour détruire l'illusion qu'elle avait si soigneusement entretenue. Une fois la dernière porte claquée derrière le dernier invité précipité, le silence qui s'abattit sur l'appartement n'eut rien de la quiétude habituelle d'une fin de soirée, mais ressembla davantage au calme oppressant qui précède une réplique sismique. Dans le salon, la présence de Simone restait palpable, une lourdeur statique ponctuée de soupirs théâtraux et de cliquetis sur son écran de téléphone, comme si elle attendait que son public revienne pour le deuxième acte. Mais Isata s'était déjà retirée du champ de bataille. Assise sur le bord du lit conjugal, le dos droit malgré l'épuisement qui lui rongeait les os, elle ne pleurait pas. Les larmes semblaient s'être évaporées instantanément au contact de la brûlure qui irradiait encore sur sa joue gauche, laissant place à une lucidité froide et tranchante. Ses 3 mains, posées à plat sur ses genoux, ne tremblaient d'elle plus. Elle précéda fermement un dossier en carton bleu qu'elle avait exhumé du fond d'un tiroir verrouillé, un objet anodin en apparence mais qui pesait ce soir-là plus lourd qu'une arme chargée. Elle entendit les pas de Benjamin dans le couloir, hésitant, traînant, le son d'un homme qui marche vers une exécution ou vers une confession,
et lorsqu'il poussa enfin la porte de la chambre, l'air vicié du mensonge s'engouffra avec lui. Il resta un instant sur le seuil, la main sur la poignée, incapable de franchir complètement la distance qui les séparait désormais, son regard fuyant le visage marqué de sa femme pour se perdre sur le motif du tapis. « Tu as mis de la crème ?» demanda-t-il d'une voix qui se voulait douce mais qui sonnait terriblement creuse. Une tentative dérisoire de soigner une fracture ouverte avec un pansement adhésif. Isata ne répondit pas, se contentant de le fixer avec une intensité qui le força à continuer son monologue maladroit, s'enfonçant un peu plus à chaque mot. « Écoute, chérie, maman a été. Elle a été un peu excessive, je le reconnais, mais tu connais son tempérament, elle est sanguine, elle s'inquiète pour moi. » Il fit un pas vers le lit, gagnant en assurance alors qu'il construisait sa propre justification. Elle s'imagine que je porte tout le poids financier sur mes épaules, qu'elle doit me défendre contre le monde entier. Elle pensait juste protéger son fils. C'était la phrase de trop, l'étincelle qui fit exploser la poudrière intérieure d'Isata. D'une voix glaciale qui coupa net l'élan de son mari, elle l'interrompit. « Elle s'imagine, Benjamin, ou est-ce que tu la laisses imaginer ?» Benjamin se figea, la bouche entr'ouverte, prise au piège de sa propre rhétorique. « Quelle différence cela fait-il » bafouilla-t-il, écartant les bras dans un geste d'impuissance agacée. « Nous sommes mariés, ce qui est à moi est à toi, c'est le principe, non ? Maman a cru ce qu'elle voulait croire. » Isata ne cligna pas des yeux, son calme contrastant violemment avec l'agitation de son mari. « Non, Benjamin, il y a une différence fondamentale. Tu as laissé ta mère me frapper parce qu'elle pensait défendre ton argent, alors que tout ce temps, c'est toi qui vivais dans ma sécurité. » Sans un mot de plus, elle leva le dossier bleu et le laissa tomber sur le matelas entre eux, le bruit mat du carton frappant les draps, résonnant comme un verdict. « Lis ça, » ordonna-t-elle. « Lis, et ose me répéter que c'est la même chose. » Benjamin regarda le dossier comme s'il contenait un engin explosif, puis, mu par une curiosité morbide mêlée d'appréhension, il s'assit lourdement et ouvrit la première page. Le silence revint, seulement troublé par le froissement sec du papier que Benjamin tournait avec une lenteur croissante. Ses yeux parcouraient chronie les lignes d'actes notariés, les relevés de remboursement de prêts, les factures de rénovation datant d'avant leur rencontre, et à chaque page, son visage se décomposait un peu plus, passant de la confusion à la rougeur violente de l'humiliation. Il lisait le nom Isata Kamara, imprimé en lettres noires, en haut de chaque document officiel, une preuve irréfutable qui démantelait pierre par pierre la forteresse de son ego masculin. Lorsqu'il leva enfin les yeux vers elle, ce n'était pas le remords qu'elle y lut, mais une blessure narcissique béante, une colère défensive née de la honte. « Depuis 2 ans, » commença-t-il, la voix tremblante, non plus de peur mais d'indignation. « Depuis 2 ans, tu me regardes jouer au chef de famille, tu me regardes payer les courses et l'électricité, en te moquant de moi. Tu m'as pris pour un idiot ?» Il jeta le dossier sur le lit avec dégoût, comme si le papier l'avait brûlé. « Je voulais te protéger, » répondit Isata, sa voix se brisant légèrement pour la première fois, non pas de regret, mais de déception face à sa réaction. « Je voulais que tu m'aimes pour moi, pas pour ce que je possède. Je voulais t'épargner la pression de devoir être à la hauteur financièrement. Je pensais qu'on était au-dessus de ça. » Benjamin se leva brusquement, arpentant la petite pièce comme un animal en cage, son monde s'effondrant pour se reconfigurer en une réalité insupportable. « Me protéger ?» éructa-t-il avec un rire amer et sans joie. « Tu ne m'as pas protégé, Isata, tu m'as émasculé. Tu m'as laissé croire que je contribuais, que je bâtissais quelque chose, alors qu'en fait, je ne suis qu'un invité ici. Je suis un parasite qui s'ignore, c'est ça ?
La cruauté de ses propres mots le frappa, mais il était trop tard pour reculer. La douleur de réaliser qu'il était, selon les critères de sa propre mère, celui qui profitait, était insupportable. « C'est donc ça ta seule réaction ?» demanda Hisata en se levant à son tour, dominant la situation par sa dignité retrouvée. « Ta mère m'a agressé physiquement, j'ai le visage en sang, et tout ce qui t'importe, c'est ton petit orgueil blessé parce que tu découvres que ta femme a réussi sans toi ?» Benjamin s'arrêta net, le dos tourné, incapable de la regarder en face car le miroir qu'elle lui tendait était trop laid. Il se sentait trahi, non pas par le secret, mais par la révélation de sa propre insignifiance dans l'équation économique de leur couple. L'air dans la chambre était devenu irrespirable, saturé de ressentiment et de vérité trop longtemps contenue. « Je ne peux pas rester ici, » murmura-t-il. « J'étouffe. J'ai besoin de réfléchir, loin de tout ça. » Il attrapa les clés de sa voiture sur la commode, un geste automatique, fuyant la conversation comme il avait fui sa responsabilité plus tôt dans la soirée. Il sortit de la chambre sans un regard en arrière, laissant Hisata seule, avec le dossier éparpillé sur le lit, symbole de leur confiance brisée. Alors qu'il traversait le salon pour rejoindre la sortie, la voix de Simone, toujours installée dans son fauteuil, comme une reine déchue attendant son triomphe, s'éleva, toxique et satisfaite, traversant la porte entr'ouverte de la chambre pour atteindre Hisata. « Tu vois, je te l'avais dit, l'argent peut acheter des murs, ma fille, mais il n'achète ni le respect, ni une famille. » Le bruit de la porte d'entrée claquant violemment derrière Benjamin fut la seule réponse, laissant les deux femmes seules dans cet appartement qui appartenait à l'une, mais qui semblait soudain être devenu une prison pour l'autre. Hisata se rassit lentement, écoutant le moteur de la voiture s'éloigner dans la nuit, et comprit que la bataille pour sa maison était gagnée, mais que la guerre pour son mariage venait peut-être d'être perdue. Les jours qui suivirent le départ précipité de Benjamin transformèrent Pommer l'appartement, jadis sanctuaire de paix et de projets communs, en une forteresse assiégée où le silence n'était de rompu que par la sonnerie stridente et incessante du téléphone. Chaque appel entrant, résonnant comme une nouvelle offensive dans une guerre invisible, dont Hisata était devenue la cible unique. Simone n'avait pas besoin d'être physiquement présente pour occuper l'espace. Son influence s'infiltrait par les ondes, par les réseaux familiaux, tissant une toile de rumeurs si dense qu'Hisata avait l'impression d'étouffer entre ses propres murs. Elle vivait désormais comme un spectre dans sa propre propriété, se déplaçant avec précaution sur le parquet qu'elle avait elle-même choisi, tandis que le monde extérieur, manipulé par la rhétorique venimeuse de sa belle-mère, se liguait pour réécrire l'histoire de son mariage en une fable sordide où elle tenait le rôle de l'usurpatrice calculatrice. Ce matin-là, alors que la lumière pâle du soleil tentait de percer la brume citadine, le téléphone se mit à hurler de nouveau, affichant le nom de la tante de Benjamin, une femme pieuse dont la moralité à géométrie variable servait souvent de chambre d'écho aux indignations de Simone. Hisata, qui s'occupait de ses plantes, sur le balcon, un arrosoir à la main, dans une tentative dérisoire de maintenir une routine de normalité, hésita un instant avant d'appuyer sur le bouton du haut-parleur, laissant la voix aigre de la tante envahir l'air frais du matin. « J'ai eu ta mère au téléphone, Hisata, et je dois dire que je suis profondément choqué, » commença la voix sans préambule, vibrant d'une indignation théâtrale qui semblait avoir été répétée devant un miroir. « Je ne pensais pas que tu étais capable d'une telle duplicité. Cacher ta situation financière à ton propre mari, c'est d'une bassesse. C'est une forme d'infidélité, tu sais, pire que l'adultère, car c'est une trahison de la confiance fondamentale du foyer. » Hisata continua de verser un filet d'eau précis au pied de son ficus, observant l'eau sombre être bue par la terre assoiffée, son calme contrastant violemment avec l'agitation hystérique qui émanait du combiné.
Ma tante, répondit-elle d'une voix égale, ne laissant transparaître aucune faille, puisque vous avez eu Simone au téléphone, avez-vous pensé à lui demander qui, exactement, a fini la soirée avec une lèvre ouverte et du sang sur le visage? Il y eut un silence au bout du fil, une hésitation brève, vite balayée par la mauvaise foi familiale. Ce sont des détails sordides, Isata, et si ta mère a eu un geste malheureux, c'est parce que tu l'as poussée à bout, tu l'as provoquée avec ton arrogance. Elle fait de l'hypertension maintenant. À cause du choc, tu devrais avoir honte et t'excuser si tu veux sauver ce qui reste de ton honneur. Isata posa l'arrosoir, essuya ses mains sur son tablier et se pencha vers le téléphone comme si elle pouvait, par la seule force de sa volonté, imposer la vérité à travers les circuits électroniques. « Je m'excuserai le jour où j'aurai commis une faute, » dit-elle avec une froideur qui glaça l'air ambiant. « Mais pour l'instant, je vous suggère de rappeler Simone et de lui demander qui figure sur la facture d'électricité de ce mois-ci ou sur l'acte de propriété de la maison où elle prétend avoir tous les droits. » Elle raccrocha avant d'entendre la réplique, coupant court au flot de reproches, mais le poison avait déjà été injecté, lui rappelant que la vérité ne suffisait pas toujours face à une légende bien construite. Comprenant que l'isolement était la stratégie de l'ennemi et que le silence ne la protégeait plus, Isata décida de changer de tactique et de s'armer, non pas de rumeurs, mais de certitudes inébranlables. 1 heure plus tard, elle se trouvait assise dans le cabinet feutré de Maître Gérard, un avocat de la vieille école dont le bureau sentait la cire d'abeille et les vieux dossiers, un lieu où les émotions s'effaçaient devant la rigueur du code civil. Elle avait étalé devant lui l'intégralité de sa vie financière, les contrats, les relevés bancaires, les preuves irréfutables de son indépendance, formant une mosaïque de papier qui racontait l'histoire d'une femme prévoyante et non celle d'une profiteuse. L'avocat, un homme aux traits burinés qui avait vu défiler assez de drames familiaux pour ne plus être surpris par la bassesse humaine, examina les documents par-dessus ses lunettes en écaille, hochant la tête avec une satisfaction purement professionnelle. « Mademoiselle Isata, » dit-il en posant sa main à plat sur la pile de documents, comme pour en sceller l'authenticité, soyons clairs et pragmatiques. Sur le plan légal, votre belle-mère n'a aucun droit pété ici. Elle ne pourrait même pas légalement exiger que vous mettiez votre chien dehors. Alors vous imaginez, vous, expulsé de votre propre bien, c'est de la pure science-fiction juridique. Il marqua une pause, fixant Isata avec une intensité paternelle. Ce dossier est un bouclier en acier trempé. Personne ne peut le percer. Mais la question n'est pas de savoir si vous allez gagner un procès, car vous le gagneriez les yeux fermés. La question est de savoir ce que vous voulez vraiment. Voulez-vous gagner une bataille juridique et perdre votre famille, ou voulez-vous utiliser ceci pour redéfinir les règles du jeu? Isata regarda les papiers, ces preuves de son labeur qu'elle avait cachées, par amour et qui étaient comme quoi devenues sa seule défense. « Je ne veux pas les détruire, ni les ruiner, » répondit-elle lentement, sentant une force nouvelle, froide et métallique, s'installer dans sa colonne vertébrale, remplaçant la peur et l'incertitude des jours précédents. « Je ne cherche pas la vengeance, maître, mais je veux la sécurité. Je veux qu'ils sachent, sans l'ombre d'un doute, quelle est leur véritable position sur l'échiquier. Je veux qu'ils comprennent que s'ils sont dans ma vie, c'est parce que je leur ai ouvert la porte, et non parce qu'ils l'ont enfoncée. » Gérard sourit, un sourire bref et complice, comprenant qu'il n'avait plus affaire à une victime éplorée, mais à une femme qui venait de reprendre le contrôle de son destin. En quittant le cabinet, Isata se sentit plus légère, bien que la situation n'ait pas changé concrètement. Les rumeurs couraient toujours, Benjamin était toujours absent, et Simone continuait sans doute sa campagne de diffamation, mais Isata savait désormais qu'elle tenait le manche de l'épée. Elle rentra chez elle, non plus pour se cacher,
mais pour attendre l'inévitable confrontation, prête à transformer ce désastre en une leçon définitive sur le respect et la propriété. Le retour de Benjamin à l'appartement ne fut pas le grand moment de réconciliation cinématographique que l'on aurait pu espérer, avec des pleurs, des étreintes et une musique de fond mélancolique, mais plutôt une reddition pragmatique et silencieuse, semblable à la signature d'un armistice entre deux nations épuisées par le conflit. Il était revenu avec une valise légère et le regard bas, et Isata l'avait laissé entrer non pas par faiblesse, mais parce que la colère avait laissé place à une curiosité morbide sur la viabilité de leur avenir. Une guerre froide s'installa alors entre les murs couleur sauge qu'Isata avait peints avec tant d'amour, transformant le foyer en une zone neutre où chaque interaction était calculée, mesurée et dénuée de toute chaleur spontanée. Ils dormaient Chepepi séparément, Isata occupant la chambre principale comme une reine en exil dans son propre château, tandis que Benjamin s'accommodait du canapé du salon, un meuble design qui n'avait jamais été conçu pour des nuits de pénitence. Les repas étaient devenus des exercices de diplomatie maladroite, ponctués uniquement par le bruit des couverts contre les assiettes et des demandes polies pour passer le sel ou l'eau. Une courtoisie glaciale qui faisait plus mal à Isata que des cris, car elle soulignait à quel point ils étaient devenus des étrangers partageant une adresse fiscale. Benjamin semblait porter sa culpabilité comme un vêtement trop lourd, ses épaules voûtées sous le poids de sa propre lâcheté, mais son orgueil masculin l'empêchait encore de franchir le dernier kilomètre vers la rédemption totale. Il était là, physiquement présent, mais son esprit était toujours coincé dans ce purgatoire entre la loyauté filiale et le devoir conjugal, un homme écartelé qui ne savait plus quelle vérité servir. Isata, étouffant dans cette atmosphère de non-dit, chercha une échappatoire à l'extérieur, acceptant une invitation inattendue de Clara, sa belle-sœur, pour un café en terrain neutre. La rencontre eut lieu dans un petit établissement bruyant du quartier, loin du silence oppressant de l'appartement, et dès qu'Isata vit Clara, assise au fond de la salle, triturant nerveusement sa cuillère dans un cappuccino refroidi, elle sut que cette conversation serait différente. Clara, qui avait toujours vécu dans l'ombre de sa mère et de son frère, semblait porter ce jour-là le fardeau de toute la famille. « Je ne savais pas comment te regarder en face après l'autre soir », commença-t-elle sans lever les yeux, sa voix peinant à couvrir le bruit de la machine à expresso. « J'ai été lâche, Isata. J'aurais dû me lever, j'aurais dû crier, mais avec maman. On a l'habitude de se faire tout petit pour qu'elle ne nous écrase pas. » Isata soupira, la rancœur s'effritant légèrement face à la détresse sincère de la jeune femme. « Je ne t'en veux pas d'avoir eu peur, Clara, mais j'ai besoin de comprendre. Pourquoi cette haine? Pourquoi cette obsession de l'argent et du contrôle ?» Clara posa sa tasse, prenant une profonde inspiration comme si elle s'apprêtait à plonger en apnée. « Tu ne connais pas toute l'histoire, personne n'en parle jamais. Quand nous étions petits, papa n'est pas juste parti. Il s'est enfui en nous laissant une montagne de dettes cachées. Les huissiers ont tout pris, la maison, la voiture, même les meubles. Maman s'est retrouvée à la rue, avec 2 enfants. On a dormi dans sa voiture pendant 3 semaines avant que Patricia ne nous héberge. » Elle marqua une pause, ses yeux brillants de larmes refoulées. Depuis ce jour-là, quelque chose s'est brisé en elle. Elle a assimilé la sécurité financière à la survie pure, et elle s'est juré qu'aucun homme ne la mettrait plus jamais, elle ou ses enfants, dans cette position. Elle a peur qu'en laissant une femme avoir le dessus financièrement, Benjamin finisse comme papa, ou qu'il se fasse dépouiller. Pour elle, l'argent, c'est le pouvoir, et si tu as le pouvoir, tu es dangereuse. Isata écouta ce récit avec une attention grave, sentant les pièces du puzzle s'assembler pour former une image plus nuancée,
bien que toujours aussi laide, de sa belle-mère. « Je comprends la douleur, Clara, vraiment, dit-elle doucement mais fermement. Je comprends d'où vient la peur, mais son traumatisme n'est pas un passe-droit pour me détruire. Sa peur n'est pas une excuse pour me frapper au visage dans ma propre cuisine. » Clara hocha la tête, essuyant une larme solitaire. « Je sais. C'est pour ça que je voulais te voir, pour te dire que tu as raison et que je ne veux pas devenir comme elle. » Cette confession créa un pont fragile entre les deux femmes, une alliance subtile qui donna à Isata la force de retourner affronter le silence de son foyer. Ce soir-là, l'appartement était plongé dans la pénombre, seulement éclairé par les lueurs de la ville, filtrant à travers les rideaux. Benjamin était allongé sur le canapé, fixant le plafond, incapable de trouver le sommeil, tourmenté par les révélations de ces derniers jours et par le visage fermé de sa femme. Soudain, son téléphone, posé sur la table basse, vibra et s'illumina, projetant une lumière bleutée agressive dans la pièce sombre. Il savait qui c'était avant même de lire le nom. Simone ne tolérait pas le silence radio de son fils. Il saisit l'appareil, ses yeux plissés par la luminosité, et lut le message qui s'affichait. « Rentre à la maison, mon fils. Ne reste pas dans ce taudis émotionnel. Je ne supporte pas l'idée que cette femme te manipule, qu'elle te fasse du chantage avec ses papiers. Tu as besoin d'espace pour réfléchir, loin de son emprise toxique. » Benjamin relut le message 3 fois, chaque mot agissant comme un acide qui dissolvait le voile qu'il avait sur les yeux depuis des années. Il regarda vers le couloir, vers la porte fermée de la chambre où dormait Isata, cette femme qui avait acheté ses murs, qui avait payé ses meubles et qui avait choisi de se taire pour ne pas blesser son ego fragile. Il revit le moment de la gifle, non plus avec la surprise de l'instant, mais avec la clarté du recul, voyant la violence brute de sa mère et sa propre paralysie honteuse. Il comprit alors que le taudis émotionnel n'était pas cet appartement, mais la relation étouffante qu'il entretenait avec Simone. Ses doigts survolèrent le clavier virtuel, hésitant une seconde, non par doute, mais pour trouver les mots d'eau justes, ceux qui couperaient dans le cordon ombilical empoisonné. Il commença à taper, lentement, délibérément. « Elle ne s'appelle pas « cette femme », maman. Elle s'appelle Isata. » Il marqua une pause, son cœur battant fort dans sa poitrine, puis ajouta la phrase qui scellait son nouveau destin. « Et je ne rentrerai pas, parce que je suis déjà chez moi. » Il appuya sur « Envoyer », regarda la petite bulle de confirmation apparaître, puis, dans un geste définitif, il éteignit complètement son téléphone et le jeta sur le coussin voisin. Le silence qui suivit n'était plus vide. Il était plein d'une résolution nouvelle. Benjamin se tourna vers le dossier du canapé, fermant les yeux, non plus pour fuir, mais pour attendre le matin, prêt à commencer le vrai travail de réparation. L'air dans la salle à manger de Patricia, la sœur aînée de Simone, était si lourd qu'il semblait palpable, une masse invisible pressant contre les poitrines des 6 personnes assises autour de la table ronde en acajou. Contrairement à l'atmosphère aseptisée de l'appartement d'Isata, cette pièce respirait l'histoire familiale, encombrée de meubles anciens et de portraits d'ancêtres qui semblaient y juger la scène avec une sévérité silencieuse. Patricia, matriarche de l'ombre respectée pour sa neutralité implacable, avait convoqué ce dîner de famille, non pas pour célébrer, mais pour disséquer, transformant son foyer en un tribunal informel, où chaque coup de fourchette résonnait comme un coup de marteau de juge. Simone trônait en bout de table, drapée dans une dignité offensée, le visage marqué par une semaine de rage contenue et de victimisation stratégique, tandis qu'Isata et Benjamin se tenaient comme côte à côte, une proximité physique qui ne masquait pas tout à fait la fragilité de leur alliance récente. Maître Gérard, présent à la demande expresse d'Isata et avec l'accord réticent de Patricia,
observait la scène depuis son coin, tel un arbitre silencieux, attendant que les joueurs commettent une faute. Le repas commença dans un silence sépulcral, jusqu'à ce que Simone, incapable de contenir plus longtemps son besoin de contrôler la narration, posa sa serviette avec un geste théâtral et laissa échapper un sanglot parfaitement calibré. « Je ne comprends pas pourquoi nous en sommes arrivés là, » gémit-elle, ses yeux brillants de larmes qui semblaient sincères dans sa propre réalité déformée. « Je n'ai jamais voulu que le bien de mes enfants, je me suis sacrifié toute ma vie pour que Benjamin ne manque de rien, et voilà comment on me remercie. » Cette tromperie, ce mensonge perpétuel sur l'argent, c'est une insulte à notre famille. C'est comme si elle nous crachait au visage en riant. Elle jeta un regard venimeux vers Isata, attendant que le cœur familial la soutienne, mais le silence persista, seulement brisé par le tintement sec de l'ongle de Patricia contre son verre en cristal. « Assez, Simone !» dit la sœur aînée d'une voix basse mais tranchante comme une lame de rasoir. « Nous ne sommes pas ici pour assister à une tragédie grecque. Nous sommes ici pour la vérité, aussi laide soit-elle. » C'est à cet instant précis que Benjamin, qui avait passé la première partie du repas à fixer son assiette comme si elle contenait les réponses à l'univers, prit une profonde inspiration qui fit se soulever ses épaules voûtées. Sous la table, sa main chercha celle d'Isata, la trouvant fermée en un point, serrée sur sa cuisse. Il l'enveloppa doucement, sentant la résistance initiale de sa femme, avant qu'elle ne relâche imperceptiblement la tension, acceptant ce soutien tardif mais vital. Il leva les yeux, non pas vers sa mère, mais vers le centre de la table, son regard gagnant en clarté à mesure qu'il parlait. « Maman » commença-t-il, sa voix tremblante au début, puis se raffermissant. « Tu n'as pas le droit d'être celle qui a mal ce soir. Tu n'as pas le droit de pleurer sur une blessure imaginaire, alors que la joue d'Isata porte encore la marque de ta main. » Simone haleta, portant une main à sa poitrine comme si elle avait été physiquement frappée. « Benjamin, comment oses-tu? Je te défends contre une manipulatrice. » Mais Benjamin ne recula pas. Il serra plus fort la main d'Isata, puisant dans son contact la force de briser des décennies de conditionnement. « Non, maman, tu ne me défends pas, tu défends tes propres peurs. La personne qui a menti, c'est moi. C'est moi qui ai laissé planer le doute, c'est moi qui ai laissé ton ego et le mien se nourrir de l'idée que j'étais le grand pourvoyeur, alors que la vérité est de que j'ai été lâche. » Il se tourna vers Isata, un bref instant, avec un regard d'excuse pure, avant de revenir à sa mère. « Mais ce qui m'a réveillé, ce n'est pas la découverte des papiers, c'est le bruit de ta main sur son visage. Tu as frappé ma femme, Maman, tu l'as frappée dans sa propre cuisine, dans la maison qu'elle a payée avec son travail, pendant que moi, je jouais les invités de Marc. » Le visage de Simone passa du rouge au blanc, la trahison de son fils étant une blessure bien plus profonde que n'importe quelle attaque d'Isata. « Je vais porter plainte !» hurla-t-elle, perdant son masque de victime pour révéler la furie en dessous. « C'est de l'abus de confiance, c'est du vol émotionnel. Je vais te traîner devant les tribunaux, ma fille. » C'est alors que Maître Gérard, qui avait suivi l'échange avec l'impassibilité d'un sphinx, se racla la gorge, un son discret qui eut l'effet d'un coup de tonnerre. « Madame, » dit-il calmement, en ajustant ses lunettes, « en tant qu'avocat spécialisé en droit de la famille depuis 30 ans, je me dois de vous conseiller d'économiser vos frais de justice. L'acte de propriété est inattaquable, daté d'avant le mariage. En revanche, Isata dispose de témoins oculaires, d'une agression physique et d'une intrusion. Si quelqu'un doit s'inquiéter d'un juge ici, ce n'est pas elle. » La révélation tomba comme une guillotine, coupant net les velléités belliqueuses de Simone, qui s'affaissa sur sa chaise, soudainement petite et vaincue.
Isata, sentant que le moment était venu de porter le coup de grâce, non pas pour tuer mais pour établir la paix, se redressa. Elle ne cria pas, elle ne montra pas de colère, elle parla avec la tranquillité de celle qui sait qu'elle a jamais à gagner. « Je ne porterai pas plainte, mère, » dit-elle, utilisant ce titre avec une ironie douce, amère. « Je respecte trop Benjamin et l'histoire douloureuse qui vous a forgé pour traîner votre nom dans la boue. Mais écoutez-moi bien, car je ne le répéterai jamais. Je n'ai pas besoin que vous m'aimiez, je n'ai pas besoin de votre approbation pour mes rideaux ou mon compte en banque. Mais cette maison est la mienne. C'est mon sanctuaire. Qui franchit le seuil et qui reste sur le paillasson, c'est moi qui le décide, et moi seul. » Elle marqua une pause, laissant les mots s'imprégner dans l'esprit de sa belle-mère. « Le respect, c'est le seul loyer que je demande. Si vous voulez continuer à faire partie de la vie de votre fils et de la mienne, c'est le prix à payer. » Le silence qui suivit ne fut plus lourd. Il était vide, nettoyé par la vérité, laissant place, peut-être, à la possibilité d'une reconstruction sur des bases enfin saines. Les mois qui s'étaient écoulés depuis le dîner fatidique chez Patricia n'avaient pas miraculeusement effacé les cicatrices, car la vie réelle ne possède pas la fonction d'effacement magique des scénarios hollywoodiens, mais ils avaient permis à la plaie de se refermer proprement, laissant place à une peau nouvelle, plus épaisse et plus résistante. L'appartement d'Isata et Benjamin avait subtilement changé d'atmosphère. Ce n'était plus le showroom froid et parfait que Simone avait critiqué, ni le champ de bataille silencieux de la guerre froide conjugale, mais un espace vivant, imparfait, où traînaient parfois des livres sur la table basse et où les rires sonnaient. De nouveau, bien que d'une tonalité plus grave, plus mature. Ils avaient hier passé des heures en thérapie de couple, décortiquant les non-dits comme on désamorce une bombe, fil après fil, apprenant à nommer leur peur, la peur de l'abandon pour lui, la peur de ne pas être assez bien pour elle. Ce matin-là, une lumière dorée de fin d'automne inondait le salon, réchauffant les murs couleur sauge, lorsque Benjamin posa une tasse de café fumant devant Isata, avant de déposer, avec une solennité un peu gauche, une feuille de papier imprimée sur la table basse, juste à côté du sucrier. Isata prit le document, ses yeux parcourant les lignes juridiques de familière, mais le contenu la fit s'arrêter net. C'était une demande formelle d'ajout de co-emprunteur et de modification du titre de propriété, une démarche complexe et coûteuse que Benjamin avait initiée seul. Elle leva les yeux vers lui, surprise, cherchant une trace de l'ancien Benjamin, celui qui se sentait émasculé par sa réussite, mais elle ne trouva qu'un homme qui avait enfin accepté de grandir. « C'est une demande de copropriété », expliqua-t-il doucement, s'asseyant face à elle sans envahir son espace. « Je veux racheter la moitié de la dette restante et contribuer aux charges, au prorata réel. Je ne fais pas ça pour posséder un bout de mur, Isata, ni pour apaiser mon ego masculin blessé. Je le fais parce que je ne veux plus être un invité de marque dans ta vie. Je veux que nous soyons sur la même ligne de front, que nous partagions le risque comme nous partageons le lit. » Isata reposa le papier, un sourire indéchiffrable flottant sur ses lèvres, alors qu'elle testait la solidité de cette nouvelle résolution. « Tu es sûr de toi ?» demanda-t-elle avec une pointe d'humour sérieux. « Les taux d'intérêt ont grimpé depuis ma signature initiale. Tu vas payer plus cher pour la même pierre. » Benjamin ne sourit pas, son regard ancré dans le sien avec une intensité nouvelle. « Je peux payer, » répondit-il, faisant écho à leur ancienne dispute mais en changeant le sens profond des mots. « Je peux payer parce que je suis ton mari, et que le prix à payer pour être à tes côtés n'est jamais trop élevé. » Isata sentit une boule se dénouer dans sa gorge, une tension qu'elle portait sans le savoir depuis des années. Elle prit le stylo qu'il lui tendait et, sans hésitation, apposa ses initiales au bas de la page, acceptant non pas son argent,
mais son partenariat. C'est dans ce contexte de reconstruction fragile mais authentique que la sonnerie de la porte retentit, un son qui, quelques mois plus tôt, aurait déclenché une montée d'adrénaline et de peur. Isata se leva calmement, traversa le couloir en sentant le regard protecteur de Benjamin dans son dos, et s'approcha de l'œilleton. L'image déformée par le verre lui renvoya le visage de Simone, mais ce n'était plus la matriarche impérieuse vêtue de rouge et d'arrogance. C'était une femme qui semblait avoir rétréci, vêtue d'un manteau beige neutre, les épaules légèrement voûtées, triturant la anse de son sac à main avec une nervosité adolescente. Isata prit une profonde inspiration, non pour se donner du courage, mais pour faire de la place à la compassion, et ouvrit la porte. Simone ne tenta pas d'entrer immédiatement, restant sur le paillasson comme si une barrière invisible l'empêchait de franchir le seuil sans permission expresse. Elle avait vieilli, ses traits tirés par le regret et peut-être par la solitude que son orgueil lui avait imposée ces derniers mois. Elle n'osa pas soutenir le regard d'Isata, fixant plutôt un point vague près de son épaule gauche. « Maman », commença Benjamin en s'approchant, mais Simone leva une main gantée pour l'arrêter, signifiant que cette interaction devait se jouer entre elle et sa belle-fille. « J'ai apporté de la soupe », dit-elle d'une voix qui manquait de son assurance habituelle, tendant un Tupperware comme s'il s'agissait d'une offrande de paix. « Patricia m'a dit que... Non, en fait, c'est moi. Je l'ai faite moi-même ce matin. C'est celle aux légumes oubliés que Benjamin aimait quand il était petit. » Isata prit le récipient encore tiède, comprenant le sous-texte immense caché derrière ce geste culinaire banal. C'était une excuse, maladroite et implicite, la seule forme d'excuse dont une femme comme Simone était capable. « Merci, mère, » répondit Isata, sa voix douce mais dénuée de soumission. Il y eut un moment de silence gêné, où le bruit de l'ascenseur dans le couloir sembla assourdissant, puis Simone fouilla dans son sac à main avec des gestes saccadés. Elle en sortit une petite boîte en velours, du genre de celles qui contiennent habituellement des bijoux, et la plaça dans la main libre d'Isata, par-dessus le Tupperware. Isata l'ouvrit d'une main. À l'intérieur, sur le coussinet de satin, reposait une clé argentée, simple, sans fioriture. Elle leva un regard interrogateur vers sa belle-mère. Simone se racla la gorge, luttant contre sa propre fierté pour laisser sortir les mots. « C'est la clé de mon appartement », murmura-t-elle, les yeux brillants. « Au cas où vous auriez besoin d'espace ou de changer d'air, ou si un jour vous vous disputez avec cette tête de mule et que tu as besoin d'un endroit calme. » Elle marqua une pause, puis ajouta, la voix presque inaudible. « Je ne changerai pas la serrure, Isata. Jamais. » C'était une reddition totale, un renversement symbolique vertigineux. Celle qui avait exigé les clés pour exclure offrait maintenant les siennes pour inclure. Isata referma ses doigts sur le métal froid, sentant pourtant une chaleur inattendue se diffuser dans sa paume. Elle ne vit plus devant elle la femme qui l'avait giflée, mais une mère terrifiée par l'abandon qui tentait, avec ses moyens limités, de ne pas perdre son fils. Isata recula d'un pas, libérant l'espace de l'entrée, et fit le geste qui scellait leur nouvelle alliance. « Mettez votre manteau au vestiaire, mère, » dit-elle. « La soupe va refroidir si nous ne passons pas à table. » Simone releva la tête, une lueur de gratitude pure traversant son visage, et franchit le seuil, non plus en conquérante, mais en invitée respectueuse. Alors que les voix s'éloignaient vers la salle à manger, la caméra de l'esprit s'attarda une dernière fois dans l'entrée déserte. La lumière du jour déclinait, projetant des ombres longues sur le parquet. Le plan se resserra lentement sur le mur près de la cuisine, là où était accroché le petit râtelier en bois. Le trousseau de clés principal, celui qu'Isata avait défendu avec son sang et sa dignité, était toujours là, suspendu à son crochet,
immobile et brillant. Il n'était plus un trophée de guerre ni un objet de convoitise, mais simplement un outil domestique qui avait retrouvé sa fonction première. Ouvrir une porte qui désormais ne se fermait plus par peur, mais s'ouvrait par choix. À côté de lui, Isata avait posé la nouvelle clé argentée, et les deux métaux cohabitaient dans un silence apaisé, témoin muet d'une famille qui avait failli se briser pour finalement se reforger, plus forte, autour de la vérité. L'écran devint noir sur cette image de métal et de bois, laissant le spectateur avec le sentiment non pas d'une fin heureuse féerique, mais d'une paix juste et durable. Et c'est ainsi que se referme ce chapitre de la vie d'Isata et Benjamin. Une histoire qui nous rappelle que parfois, la véritable force ne réside pas dans le bruit que l'on fait, mais dans le respect que l'on s'accorde. Et vous, qu'en pensez-vous? À la place d'Isata, auriez-vous révélé la vérité dès le début, ou auriez-vous gardé le silence pour préserver la paix? Pensez-vous que le geste final de Simone suffit à réparer le passé? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Je suis très impatient de lire vos points de vue sur ce dilemme familial. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle histoire.